Je trouve qu'il y a quand même un basculement. Monsieur Nunez dit les mots, c'est pas si fréquent dans l'espace médiatique. Il dit les mots contre les journalistes, parce que les journalistes parfois ont utilisé le mot rix, et il dit clairement les choses. Je voudrais qu'on écoute Mathieu Devez qui raconte ou qui revient précisément sur ce qui s'est passé. Mathieu Devez. C'est une vidéo prise jeudi par un étudiant de Sciences Po Lyon dans l'amphithéâtre où se déroulait la conférence de Rima Hassan. On est 15 minutes avant l'arrivée de l'eurodéputé LFI et on voit deux militantes du collectif féministe Némésis déployer une banderole. Il y est écrit « Islamo-gauchistes hors de nos facs ». Très vite, des étudiants de Sciences Po Lyon vont se positionner face aux militantes. Certains d'entre eux vont scander des slogans antifascistes. Quelques minutes plus tard, la situation dégénère. Certains militants antifa vont aller au contact des féministes, essayer de s'emparer de la pancarte. On rappelle qu'une des militantes a été violemment saisie par le cou et projetée par terre. Transportée à l'hôpital, elle souffrait de douleurs à la tête et de nausées. Elle a 12 jours d'ITT. Et maintenant, je vous propose d'écouter l'étudiant qui a filmé ces vidéos. Il nous raconte ce qu'il a vu et entendu. Il y a eu, en l'espace de 5 minutes, un déferlement de violence. Au début, il n'y avait pas de contact physique, mais finalement, certains militants ont commencé à en venir aux mains. Et tout ça s'est passé vraiment très rapidement. À la fin de la conférence, l'association étudiante en charge d'organiser le débat nous a demandé de faire attention en rentrant chez nous, puisqu'il pourrait y avoir des groupuscules d'extrême droite qui soient présents aux alentours de Sciences Po. On apprend donc que l'association à l'origine de la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon mettait en garde les étudiants contre de potentielles violences d'extrême droite, alors que Quentin a bien été lynché par des antifas. On peut s'interroger d'ailleurs sur ce que Rima Hassan fait dans Sciences Po Lyon, et ce n'est pas le lieu de meeting politique. Non. Et on peut s'interroger, vous n'imaginez pas quelqu'un du Rassemblement National entrant dans les amphis aujourd'hui pour Hollande faire... fait évacuer pourquoi elle a été invitée aussi, pourquoi il l'invite et il la traite comme une star. Sciences Po Paris a refusé. C'est entendu. Je voulais qu'on écoute Alice Cordier. Elle était hier soir avec Elliott Deval qui a fait une émission remarquable. D'ailleurs, hier soir entre 20h et 21h, vous étiez présent, Éric Nolot. Je voudrais qu'on écoute Alice Cordier, qui est la présidente du collectif Némésis, qui est un collectif féministe et qui est présenté comme un collectif à chaque fois d'extrême droite. Ce sont simplement des jeunes femmes qui défendent des idées féministes. Écoutez Alice Cordier. Face à des gants coquets, nous étions avec un drap, avec un simple drap, avec des inscriptions islamo-gauchistes hors de nos facs. Nous étions 7 jeunes femmes âgées entre 20 et 25 ans. Pour M. Mélenchon, ça c'est une agression. Pour moi, une agression, c'est ce qui est arrivé à Quentin, ce jeune homme catholique qui est venu simplement rendre service, protéger des jeunes femmes, puisqu'on est à un stade où, aux abords des réunions, puisque M. Mélenchon parle de réunions de la France Insoumise, il faut sécuriser des jeunes femmes, il faut une protection. Donc c'est qu'aux abords des rendez-vous de la France Insoumise, il y a des dangers. Ces rendez-vous sont dangereux. C'est ça, hein, ce qu'il sous-entend lui-même d'ailleurs. Et on a vu les images de cette agression d'une violence inouïe. On a Quentin qui est au sol, un homme est accroupi sur lui, en train de lui rouer de coups pendant que d'autres lui mettent des coups de pied. Voilà. Face à ça, nous, on était avec simplement des draps et des pancartes. Voilà. Donc si pour monsieur Mélenchon, c'est ça une agression, moi j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Qui sont vraiment les violents ? Par rapport à ce que nous disions sur Sciences Po Lyon tout à l'heure, c'est Sciences Po Paris qui rappelle que Sciences Po Paris a empêché la venue de Rima Hassan à Sciences Po Paris en novembre 2024 et a gagné devant le Conseil d'État le 29 novembre 2024 et a empêché également sa venue sur le campus de Menton le 2 février sans que cette décision ne fasse l'objet d'un recours. Jordan Florentin, je le disais, vous êtes journaliste, vous êtes vidéaste français, vous êtes directeur de publication de Frontières et vous étiez à Lyon jeudi soir. Oui, je suis allé à la rencontre des militants et notamment des témoins oculaires qui ont vu toute la scène, qui sont des amis de Quentin. Et ce qui me dérange d'abord dans le récit qui est fait par certains médias, c'est le côté RITS. Une RITS, ça implique que les deux côtés sont partie prenante et que les deux côtés s'affrontent. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Et je prends vraiment pour les témoins pour ce qu'ils m'ont raconté. C'est qu'on est sur une quinzaine de personnes qui viennent bénévolement assurer la sécurité de ces jeunes femmes courageuses féministes. Hein, vous disiez, on les traite d'extrême droite, c'est juste des femmes féministes qui défendent l'idée qu'une femme puisse être en sécurité en France et librement. On a 15 jeunes qui viennent pour s'assurer de leur sécurité et qui n'avaient pas prévu d'intervenir, sauf si ça déborde et sauf si elles leur demandent de l'aide. Ils se mettent dans une rue adjacente et là, on a une quarantaine d'antifas, cagoulés, masqués, armés, qui prennent tout ce qu'ils trouvent dans la rue, immobilier urbain, pour venir les attaquer
par surprise. Vous voyez, même sur le côté prémédité, on peut se demander, comment ils savaient que ces jeunes militants étaient dans une rue adjacente, pourquoi ils les attaquent par surprise. Donc il y a vraiment la notion de guet-apens. Ils arrivent, ils les attaquent, et de ce que me disent les témoins, aucun n'a véritablement répondu. Ils ont répondu par la fuite, parce que parfois, dans ces moments-là, la meilleure défense, c'est de fuir. Et lorsqu'ils fuient, 3 jeunes se font attraper, dont Quentin, qu'on retrouve lynché au sol ensuite. Et tous les témoignages sont cohérents. Et il y a une chose qui ressort, c'est qu'on a 15 personnes qui ont bel et bien vu Jacques-Élie Favreau, qui est le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, qui était bel et bien présent. Et je vais vous dire, j'ai même un témoin qui m'affirme, après charge à lui, mais c'est sa version, qui m'affirme avoir vu Jacques-Élie Favreau porter des coups à Quentin. Donc là, on dépasse, on va encore plus loin que certains témoignages. On est véritablement sur un lynchage dont le meneur était l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il y aura une conférence de presse du procureur. Pour le moment, il n'y a aucune interpellation et Sabrina Birlin, qui est avec nous, va nous donner des informations sur l'enquête qui est en cours. Nous sommes d'accord, Sabrina, que je salue. Bonjour Sabrina. Bonjour Pascal. Nous sommes d'accord que pour le moment, il n'y a aucune interpellation. À notre connaissance, il n'y a toujours pas d'interpellation. Le procureur de la République de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h où il donnera d'autres éléments puisqu'il dit que l'enquête, elle progresse grâce à plusieurs témoignages significatifs, toujours avec l'objectif d'identifier au plus vite les auteurs directs des violences. Merci Sabrina. Le profil évidemment de Quentin, vous le connaissiez, vous connaissiez sa famille. Sa famille a demandé, et on respectera évidemment le vœu de sa famille, une grande discrétion sur ce qu'il était. Il était militant. Il est parfois présenté comme un militant d'extrême droite et je ne pense pas qu'il appartienne à aucun mouvement d'extrême droite. Non, il est catholique, donc il est forcément présenté d'extrême droite. Je voudrais dire un mot parce qu'il faut insister là-dessus, ça s'est peut-être pas suffisamment reflété. On a quand même une famille qui est dans une dignité absolue. Pour ne pas dire totale. Moi, j'ai vu les amis, j'ai vu tous ceux qui ont assisté à la messe à l'église Saint-Georges, où Quentin était à la paroisse, membre de la chorale. C'était quelqu'un qui était extrêmement bon et bienveillant, qui aidait les pauvres, les plus nécessiteux, qui faisait des maraudes, qui apportait de la nourriture à des SDF, qui leur venait en secours, qui leur proposait des abris. C'est ce profil-là, Quentin. C'est un jeune qui aimait la philosophie, qui jamais de sa vie ne s'imaginait être impliqué dans une telle affaire de violence. Et c'est d'ailleurs ce qui me choque dans le portrait de lui qui est dépeint, qui est présenté comme un nazi. Mais parce que vous savez très bien, aujourd'hui, on nazifie n'importe qui. Vraiment, faut souligner peut-être les deux France auxquelles on a affaire. Vous avez une France qui, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon allume une étincelle qui a 2 doigts de s'embraser, parce que vous avez eu Thomas, vous avez eu Lola, vous avez eu Philippine, aujourd'hui Quentin, mais mine de rien, je ne sais pas comment ces Français font encore pour rester extrêmement calmes face à tout ça, à ne pas s'embraser, à ne pas s'insurger. Mais je trouve que ça tranche quand même littéralement quand vous avez d'autres affaires où on a des émeutes, où on voit la maman en quad dans les quartiers. On n'a pas vu ça du côté de la France de Quentin. Et c'est assez impressionnant sur place de voir cette dignité absolue. Vous avez absolument raison de souligner ça. C'est vrai que cet espace médiatique, et on en parle chaque matin, nous interroge. La une de Libération est significative. Ce matin, et on verra tout à l'heure, vous voyez, mort de Quentin, la violence politique jusqu'au meurtre. C'est pas la violence politique, c'est la violence de l'extrême gauche. C'est l'éditorial. Il parle de rixe entre bandes rivales. Oui, on est lundi, hein. Ouais. C'est encore une rixe, on est lundi. Pas Thomas Legrand, quand même. Oui, mais vous verrez, tout à l'heure, nous verrons comment l'espace médiatique, comment le Journal de France 2 a traité l'affaire Clément Méric en 2013. Et c'est absolument sidérant de voir comment ça a été traité. Je rappelle que Clément Méric était un militant d'extrême gauche qui avait été battu à mort par des jeunes skinheads. Je vous propose de voir le portrait, effectivement, de Quentin, qui va dans le sens que vous disiez, Inès Alicane. À 23 ans, Quentin était étudiant en mathématiques. Un jeune homme décrit comme studieux, passionné de philosophie et amateur de tennis. Originaire de Vienne en Isère, il s'était installé à Lyon pour ses études. Ces dernières années, son entourage raconte surtout une évolution spirituelle marquante. Quentin s'était converti au catholicisme lors d'un rassemblement organisé à la place de la Sorbonne à Paris. Son ami se souvient. Intelligent, curieux et toujours désireux d'aider les camarades. Tu étais ce jeune homme français, radical dans sa foi, avec un sens de la justice aiguisé. Tu étais ce jeune Français auquel nous aimerions tous ressembler. Ta fidélité, ta droiture et ton amour des tiens resteront gravés en nous.
Engagé politiquement, militant identitaire, proche du collectif Némésis, il assumait ses convictions nationalistes. Quelqu'un qui était engagé pour ses idées, qui était catholique, qui a converti sa famille, qui a un parcours extrêmement pieux au service du bien commun, qui s'est fait lyncher par l'extrême gauche. Donc Quentin, c'est quelqu'un à qui il faut rendre hommage. Pour ses proches, au-delà des engagements, c'est avant tout le souvenir d'un étudiant sérieux, d'un ami fidèle et d'un croyant investi qui demeure. Richard Millet. Je sais bien qu'on est dans la civilisation des prénoms, mais il y a une chose qui me gêne, c'est pourquoi on ne donne pas le nom de famille de Quentin, puisqu'on parle de lui. Pourquoi? Il est plutôt donné. Interdit? Il est donné. Il était dans le Parisien. Oui. En général, on ne donne pas le nom de famille des victimes. Si vous regardez les différents dossiers, on donne... Clément Méric, donner le nom. Non, mais vous avez raison. C'est pas que dans ce dossier-là, il y a beaucoup d'affaires où le nom des victimes... Non, mais vous avez parfaitement raison. Et la famille n'a pas envie de voir son nom. Alors c'est vrai qu'il y a une demande de la famille d'une très grande discrétion, pour laquelle évidemment on peut avoir toute la compassion du monde. Monsieur Glucksmann a pris la parole, je vous propose de l'écouter. Rien ne justifie la mort pour un engagement politique. Rien. Et quand on voit les images absolument révoltantes de son agression mortelle, quand on voit des gens qui viennent et qui tabassent un homme au sol, un jeune homme au sol, eh bien on est pris par le dégoût, par la révolte, par l'indignation, par la colère. Et moi je vais vous le dire, il n'y a rien d'antifasciste dans ce qui s'est passé. On ne lynche pas, on ne tue pas en démocratie. Et ce que cela révèle, c'est une montée des violences qui peut emporter notre République dans l'abîme. Et donc l'appel que je lance, c'est... ayons conscience, nous, Français, de la chance que nous avons. Nous vivons dans une démocratie où nous pouvons exprimer nos points de vue, où nous pouvons contester le gouvernement, où nous pouvons accuser le président, où nous pouvons vivre libres. L'espace médiatique, et je vous en parle ce matin, un étudiant lyonnais nationaliste et fidèle de paroisse traditionnaliste. Est-ce que vous trouvez que c'est une manière de parler d'un jeune homme qui est mort et qui a été lynché? Je prends les uns et les autres à témoin. Est-ce que c'est le souci, si j'ose dire? Est-ce que c'est le problème de le qualifier comme ça? Non, mais parce qu'elle est trop courte. Il pense que c'est infamant. Oui. Il pense qu'on va dénier l'étiquette de nationaliste. On pense que c'est infamant de fréquenter des églises traditionnalistes. C'est pas du tout infamant. Éric Nolot, ça va plus loin que ça, dites-vous. Ça va beaucoup plus loin que ça. Même les propos de M. Glucksmann, c'est dans le bon sens, mais c'est très insuffisant. Moi, j'ai consacré un pamphlet à M. Mélenchon pour expliquer d'où vient le mélenchonisme et où il mène. Eh bien maintenant, nous le savons, le mélenchonisme mène au meurtre en réunion de Quentin. Il y mène par la glorification incessante de la violence, par la glorification incessante de la jeune garde. M. Mélenchon les a présentés comme son service d'ordre, des braves garçons démocrates. Et c'est l'aboutissement également de la starification de Rima Hassan, qui ne vous parle jamais de problèmes français ou européens, qui est là en tant que représentante du Hamas, en quoi elle voit un mouvement de résistance populaire et tout à fait défendable. Et voilà le résultat. Vous désignez toute personne qui n'est pas d'accord avec vous comme un fasciste, et avec un fasciste, on ne discute pas, on le tue. Voilà où nous en sommes. Moi, je vous le dis franchement, je pense, j'attends les résultats de l'enquête, mais que la question de la légalité de la France insoumise se pose aujourd'hui. Ce parti a largué les amarres, il est dans une logique révolutionnaire, il est ailleurs. Les propos, les fake news d'hier, le négationnisme en direct par M. Mélenchon et ses amis sur toutes les ondes de France et de Navarre, c'était absolument écœurant. Donc la légalité, pour moi, se pose. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que dans les influenceurs qui existent, et je ne veux vraiment pas faire de polémique, mais M. Apathy qui fait 10 tweets sur CNews et sur Laurence Ferrari ou sur Sonia Mabrouk ou sur ce qui se passe ou sur Jean-Marc Morandini, j'observe qu'il a fait 3 lignes. Sur ce qui arrive, et c'est intéressant parce qu'il représente, voilà, il a simplement dit rien ne peut justifier la mort de Quentin, ceux qui l'ont frappé et fait mourir doivent y rendre des comptes devant la justice. Et on a affaire à une nation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je le cite lui? Parce qu'il est représentatif d'un certain courant, d'une certaine influence. C'est un influenceur important de la société française, comme cette émission Quotidien qui reçoit en majesté les gens de la France insoumise, en majesté. C'est-à-dire qu'on reçoit Rima Hassan, c'est le groupe TF1 d'ailleurs qui a sorti d'ailleurs cette vidéo, et c'est très important. Le groupe TF1 a sorti cette vidéo. Même si, effectivement, et ça a changé. Donc, je disais que TF1 avait moins parlé de ce qui s'est passé à Lyon que d'Axel Préti, ce qui était une réalité.
Mais les choses ont changé ce week-end et TF1 a eu raison, évidemment, de sortir cette vidéo. Elisabeth Lévy. Je veux dire, il y a une chose qui me frappe, c'est que le carburant quand même initial humain, je veux dire, de tout ça, c'est pas forcément la haine, je sais pas quoi, c'est la bonne conscience. Il y a de la haine, il y a tout ce que vous voulez. La bonne conscience, la certitude absolue d'être dans le bien. Je pense que ces gens pensent vraiment qu'ils combattent le fascisme. Non, ils ne pensent pas ça. Ils veulent faire la révolution. Ils veulent faire la révolution. Ils ont théorisé la révolution par la violence. Mais attendez, par ailleurs, je voulais quand même vous répondre. Moi, je crois que c'est un problème de s'en remettre à l'interdiction, parce que si on a besoin d'interdire, c'est que c'est trop tard. C'est que c'est foutu. Sabrina Berlin voulait réagir sur la qualification des faits, parce qu'effectivement, le procureur répondra peut-être cet après-midi, mais je crois que la famille souhaite une qualification différente, Sabrina Berlin. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas, Sabrina Berlin. Est-ce qu'on peut entendre Sabrina? Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, je vous entends, Sabrina. La qualification des faits. Je disais tout à fait que la famille s'est fait entendre via la voix de son avocat et demande une requalification des faits, parce qu'à ce stade, l'enquête est en cours pour les chefs de coups de mortels aggravés, en plus des violences aggravées ayant entraîner la mort sans intention de la donner. Et c'est là le cœur de la question, le caractère intentionnel. La famille de Quentin, elle demande la requalification en meurtre, en bande organisée meurtre, pour justement signifier le caractère intentionnel. Ces hommes qui ont frappé à mort Quentin, avaient-ils l'intention de le tuer? Avaient-ils une intention d'homicide? Pour la famille, cela semble évident, vu la violence de l'agression et puis les coups portés par ce groupe d'individus alors que Quentin gisait au sol. Alors le procureur aurait pu ouvrir une enquête plus large avec cette qualification de meurtre en bande organisée afin de couvrir toutes les hypothèses. Il ne l'a pas fait, du moins pas pour le moment, puisqu'il peut encore changer cette qualification juridique des faits avant le renvoi devant le juge d'instruction. À savoir que la peine encourue pour violence aggravée est de 15 à 20 ans de prison. Pour meurtre en bande organisée, c'est la perpétuité. Merci beaucoup, Sabrina. On aurait presque pu envisager l'assassinat s'il y avait une préméditation. Je dis envisager, on aurait pu aussi. On marque une pause, on écoutera M. Nunez et on ouvrira le dossier de la jeune garde, puisque M. Nunez a ciblé hier la jeune garde, et Gérald Darmanin, avec beaucoup de courage aussi, a dit les choses. C'est intéressant de voir Gérald Darmanin et Laurent Nunez, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, dire les choses. Parce que ce n'est pas toujours le cas, parfois en Macronie. Mais eux l'ont dit. Les témoignages vont dans ce sens. Alors, il y a quelque chose qui m'agace un peu, Éric Nolot, et vous qui êtes un historien peut-être du communisme ou du fascisme. On parle du fascisme, mais ce n'est pas des actes fascistes qu'on voit là, c'est des actes communistes. Bien sûr. Parce que le communisme existait avant le fascisme, et le communisme a théorisé la prise de pouvoir par la violence. Au XIXe siècle, les bolcheviks, etc. On en est là. Donc quand on dit c'est des antifas, quand on parle de fascisme, le fascisme évidemment a existé, mais il est arrivé après le communisme. Non, mais d'une part, c'est des vieilles méthodes en effet bolcheviques, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que traiter tout le monde de fasciste est le premier stade de prise du pouvoir. C'est-à-dire vous vous opposez au fascisme, donc vous êtes forcément du côté du bien. Même si vous commettez des actes terribles, vous êtes et je suis sûr qu'en effet, ces gens pensent avoir bien agi. Mais moi, je veux dire, ce ne sont pas des antifas, ce ne sont pas des militants de ceci, de cela. Pour moi, ce sont des monstres et des nazillons. Donc en effet, c'est la méthode de toutes les gens qui ne veulent pas conquérir le pouvoir par les urnes, mais par la violence. Mais une des caractéristiques, Elisabeth Lévy. Une des caractéristiques de tous les régimes qu'on peut dire totalitaires, et là vous les mettez les trois en quelque sorte, vous mettez le stalinisme, le nazisme, le fascisme, leur caractéristique c'est qu'il y a, les maoïstes, c'est qu'il y a dans la rue des milices qui commencent à tabasser les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Ça s'est vu partout, ça s'est vu notamment pendant la prise du pouvoir des nazis, ça commence comme ça, des gens dans la rue qui tabassent les autres. Voilà. Jordan Florentin. Oui, pour revenir sur leur méthode, sur le récit médiatique qu'ils font d'eux, on disait tout à l'heure, ils les présentaient comme des nazis, tout ça. Moi je retiens une phrase d'un témoignage que j'ai eu d'un ami de Quentin qui me dit « Quentin n'aurait pas voulu qu'on se venge, il aurait voulu qu'on prie pour lui ». Ça en dit long aussi sur la civilité de la civilisation dans laquelle baignent ces jeunes par rapport aux sauvages qui sont en face. On dirait d'eux, mais ils vont faire des ratonnades ensuite, ils vont aller se venger. C'est pas du tout leur état d'esprit. Ce qui
tranche bien avec l'image qu'on fait d'eux. Et peut-être sur le côté milice de Raphaël Arnaud, il faut quand même rappeler que sa condamnation pour violence en réunion, elle vient de quelque chose d'une bagarre qui avait eu lieu à Lyon, où il avait pris, là pour le coup ils étaient à 5 contre 1, c'est un jeune Geoffrey qui avait témoigné, qui nous raconte qu'il a été pris à partie par Raphaël Arnaud et des membres de la Jeune Garde. On est quand même en avril 2021 à Lyon. Il est attaqué, selon son témoignage, parce que Raphaël Arnaud le voit avec une veste barbour noire, des bastillets blonds aux yeux bleus, et il dit « j'ai été discriminé au physique, ils m'ont attaqué parce qu'ils m'ont pris pour un type de droite et un facho, parce que j'en avais l'apparence physique ». Et Raphaël Arnaud nous dit à l'époque « non, c'était pas des membres de la Jeune Garde ». Vous voyez déjà sur le mensonge. Mais la violence, vous savez, et c'est là que c'est extraordinaire, la violence, elle commence à l'Assemblée nationale, lors de la première journée, où il y a le vote pour le président, pour le secrétaire, et que tous les membres de la France Insoumise refusent de serrer la main à, en l'occurrence, c'était un jeune le Benjamin de l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a même M. Delogu qui lui fait un tête contre tête. Exactement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est la complaisance, l'indulgence de gens comme François Hollande, de gens comme de la gauche. Personne ne dit rien. Personne ne dit « c'est ça les petites lâchetés, les petites médiocrités ». Et ces gens-là sont responsables. Je ne parle même pas de Gabriel Attal, qui a demandé à voter pour la France Insoumise. Je ne parle même pas encore d'Édouard Philippe, qui va parader à la fête de l'humanité et qui explique qu'il faut mieux voter communiste, quoi qu'il arrive, que Rassemblement National. Ces gens-là sont responsables de la situation aujourd'hui. Ils font ça parce qu'ils ont besoin du siège, tout simplement. Non, ils font ça, bien sûr Sarah. Je vais vous dire pourquoi ils font ça. Parce que dans leur monde, dans leur écosystème, c'est mieux. Je disais tout à l'heure, les mêmes, et en plus ce sont des gens que j'apprécie, je pense à Agnès Jaoui, M. Avazanisius, je ne sais pas si je le dis bien, qui ont signé une tribune contre Charles Aloncle. Où sont-ils ce matin? Après, ce n'est pas le rôle d'un artiste d'avoir un avis sur tout et rien. Mais ils ont un avis sur Charles Aloncle en tout cas. Oui, mais c'est pas leur rôle. Non, mais c'est pas leur rôle. Mais c'est peut-être pas leur rôle, mais ils en ont un. Et c'est ça que je souligne. Où sont les artistes? Vous trouvez que c'est pas leur rôle? Non, c'est pas leur rôle. C'est pas le rôle des artistes. J'attends qu'ils me divertissent, j'attends pas qu'ils me disent ce que je dois penser. Mais ils le font. Je voulais que je vous parle du gauchisme culturel, de Bertolt Brecht à Jean-Paul Sartre, à Gérard Philippe, à Simone Signoret, à Yves Montand. C'est pas de me dire ce que je dois penser. Je vous répète, vous voulez que je vous parle des années 50, 60, 70 et tous les noms que je viens de citer? Tous ces gens. Vous voulez un traducteur parce que là, franchement, vous êtes d'accord en fait. Le rôle d'un écrivain, Sarah, c'est pas de divertir. Je suis désolé. Ni d'un philosophe. C'est d'instruire éventuellement. C'est des gens qui signent toutes les pétitions. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Est-ce que je peux faire une remarque? Je vous en prie. Sur le côté. On écoutera Gérald Darmanin après. Oui. Sur le côté sémantique de la chose. On est passé de l'extrême gauche, qui avait toute la sympathie du monde culturel, à l'ultra-gauche, n'est-ce pas? Comme pour dédouaner une partie de l'extrême gauche. Or, je rappelle que l'extrême gauche, quand même, ou l'ultra-gauche, si vous voulez, a invité à la fac de Bordeaux, il y a une dizaine d'années, Jean-Marc Rouillant. Bien sûr. N'est-ce pas? Rima Hassan, Jean-Marc Rouillant, c'est pour moi à peu près la même chose. Et je veux dire aussi que Alice Weidel a fait un écho sur ce qui s'est passé à Lyon, en disant la patronne de l'AfD allemande. Voilà, il faudrait probablement employer le mot de terrorisme pour dépasser la question de l'ultra-gauche. Voilà. C'est ce qu'a dit Éric Nolot, où il pose le problème de la légalité ou de l'interdiction de la France Insoumise. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, parce qu'il y a deux choses qui ont été, à mon avis, ce week-end décisives. Il y a évidemment les vidéos, parce que s'il n'y a pas vidéo, je pense que l'affaire est déjà enterrée. Ouais. Donc, et TF1... Vraiment, on est parfois rude sur les médias mainstream, mais TF1 a eu le courage, parce qu'il faut avoir du courage pour diffuser cette vidéo. De 10 minutes. Et effectivement, la direction de TF1, en l'occurrence Thierry Tuillier, a dû réfléchir, parce qu'ils sont acteurs en diffusant cette vidéo. Et ils ont eu ce courage, cette honnêteté intellectuelle, et il faut les remercier, parce que ça change tout. Ça change le récit. Et la deuxième chose, me semble-t-il, qui a changé, c'est Gérald Darmanin, dès hier. Parce que, après ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il ne ciblait pas l'extrême gauche, mais déjà il a pris la parole, et c'est une bonne chose qu'il ait pris la parole. Mais écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin. Et d'abord, je voudrais avoir une pensée pour la famille de ce jeune homme de 23 ans qui est mort lâchement, et les images sont ignobles, molesté manifestement, et par l'ultra-gauche. Incontestablement, la justice fera toute la lumière sur ce drame ignoble, mais les discours politiques violents amènent à la violence physique. Il y a
en effet des discours politiques, notamment ceux de la France Insoumise et de l'ultra-gauche, qui mènent malheureusement, en tout cas on peut voir ça, à une violence très débridée sur les réseaux sociaux, une violence extrême sur les réseaux sociaux et dans le monde physique. Et donc oui, on peut être inquiet.